l'écran. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ziggo, voilà, il suffit de se rendre sur ziggo.fr. On arrive sur la page d'accueil. Voilà, donc je ne vais pas préciser, mais on est français. Voilà, vous voyez, c'est le genre d'outil qu'on a à disposition avec du drag and drop pour créer vos écrans. Ici, on voit un écran, on voit une pop-up. Alors, plus fait à travers l'outil. À un moment donné, on peut simuler pour vérifier qu'on a bien paramétré nos composants, nos formulaires. On peut tester en mode tablette, mobile et ordinateur. Et ensuite, vous voyez, en un clic, on peut publier son application. Voilà. Donc, on va se connecter. Voilà. Avec, je vais me connecter avec quel compte? Avec Ziggo Stream, simplement. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait testé les tables IA, les tables et les composants. Voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent, en fait, on a ajouté les fonctionnalités IA dans l'outil qui permettent de générer des composants. Vous voyez ici, on a généré un composant liste tâches. Un autre tâche, vous voyez, sont différents en fonction du prompt, qui a été soumis à l'IA. On a eu des résultats légèrement différents, pourquoi pas. Mais juste avant ça, on a créé des tables, notamment celle-ci. On l'a créée avec l'IA. Donc ici, on a un onglet généré avec l'IA qui permet de générer des tables. Donc en fait, aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut générer des tables et on peut générer des composants. Et en fait, on est en train de travailler sur la génération d'écran, donc sur cet onglet. Aujourd'hui, c'est extrêmement basique, euh, mais on va pouvoir créer pas qu'un seul écran, on va mettre un S ici, donc générer un jeu d'écran à partir d'un seul prompt. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. On a quasiment fini la piste technique. On appelle ça la plomberie technique. Voilà, tous les éléments sont mis en place. On va pouvoir commencer à tester ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que l'IA va nous générer. Sachant qu'on a renseigné dans l'IA tous nos composants avec toutes leurs propriétés. Donc en fait, ça donne un palette important à l'IA pour pouvoir créer n'importe quel type d'application au final. Vous voyez ici, je ne sais pas combien de composants on a, mais la dernière fois qu'on avait compté, on en a 76, un truc comme ça. Donc en fait, ça permet d'aller assez loin en termes de customisation, en termes de sur-mesure en fait. Vous voyez, notamment sur les champs de saisie, là on a, si je fais 4 fois 5 plus 1, ça fait 21 possibilités de saisir une information. Donc c'est assez important. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois on aura la capacité de générer des écrans, on va combiner, c'est-à-dire la possibilité de générer des écrans, capacité de générer des tables, et aussi capacité de générer des composants. Donc à partir de là, je pense il y aura quasiment plus de limite à atteindre vraiment en pixel près ce que vous cherchez à créer en termes d'application et en termes d'expérience utilisateur. Donc ça va vraiment être extrêmement puissant, sachant que Ziggo reste une plateforme no-code, c'est-à-dire que tout ce que vous créez vous reste accessible. Vous avez toujours le contrôle des écrans et des composants et des tables qui sont créés. Donc c'est la force d'un outil no-code. On dit souvent, on combine l'IA et le no-code, c'est quand même plus puissant que d'en avoir que l'IA. De n'avoir que le no-code. Là, on va pouvoir combiner les deux et les pouvoir ici faire des modifications sur vos composants, vos tables, vos écrans, et de manière toujours très accessible. D'ailleurs, l'IA est accessible également. C'est ce qui rend en fait l'IA très pertinente dans ce genre d'outil no-code, parce que voilà, écrire un prompt, tout le monde sait écrire un prompt. Après, ça nécessite quand même de l'expérience. On voit dans l'expérimentation qu'on a réalisée avec des utilisateurs Ziggo, on voit bien qu'en fonction de la qualité du prompt, du détail qui est donné, on voit bien qu'on n'obtient pas les mêmes résultats. Voilà, ça fait partie quand même d'une expérience, même si ça reste accessible. Voilà. Même si parfois, avec un prompt très basique de quelques mots, on a eu des résultats assez impressionnants. C'est quand même aléatoire, parfois.
Voilà. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de sujets un peu divers et variés. Ce que j'ai prévu dans le fil conducteur, c'est deux grandes fonctionnalités qui sont sorties il n'y a pas longtemps. C'est l'aspect largeur d'écran, ce qui renforce l'aspect responsive, et puis la colorisation, on va l'appeler comme ça, des options. Donc, on va commencer par la première. On va parler responsive. Je crois que j'ai pas eu l'occasion de le démontrer encore. Voilà. Alors, je sais pas qui nous a rejoint dans le stream. N'hésitez pas à nous dire bonjour. Donc, ok, donc on part de zéro. Et ensuite, je vais aller dans les tables. On va se mettre de côté une table produit et une table producteur. Vous voyez, c'est des tables d'exemple, hein, pour ceux et celles qui ne savent pas. On a des tables ici d'exemple, de produits assez basiques. Ils sont assez utiles, hein. Ces tables sont assez utiles pour se lancer. On a un table utilisateur aussi, hein, qui permet d'identifier des utilisateurs. Elle est directement opérationnelle avec deux utilisateurs d'exemple, avec voilà, Daniel, avec son mot de passe, voilà, Alice avec son mot de passe également. Donc voilà, on a un jeu de table qui est prêt à l'emploi, qui nous permet de démarrer. Évidemment, comme c'est du no-code, on peut interagir, hein. Donc on peut modifier ces tables, ajouter des colonnes, les supprimer, les renommer, ajouter des relations, etc. Donc on va créer une interface assez basique. Euh, alors je vais le supprimer, puis on va utiliser les modèles d'écran. Donc on va lister nos produits. Voilà, donc ça nous fait un premier écran. Et ensuite on va lister le producteur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. On a deux écrans. Voilà. Si vous découvrez l'outil, n'hésitez pas à le revoir, le stream numéro 1 et le 2. On prend plus de temps, on rentre dans les détails, et vraiment des mécaniques basiques de l'outil qui nous permettent de créer des écrans en quelques minutes. Alors ici, on va mettre plutôt la catégorie. Voilà, je vais peut-être zoomer pour vous. Voilà. Et puis, on va changer de thème. On va aller sur voilà. Et puis, on va se rajouter des écrans de détail. Donc, on va prendre un écran de détail. Alors, attendez, je vais renommer d'ailleurs celui-ci. On va faire produit. Celui-là, producteur. Et ensuite, on va aller afficher les détails de producteur et de produit. Voilà. Et on va tout simplement, on va, euh, on va tester tout ça. Alors, pourquoi je peux pas, ceci, un petit bug. Ouais. Un petit bug, ouais. OK. Donc là, si celui-ci est mon premier écran, je clique. Voilà. On teste sur tablette. Voilà. C'est ici, en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin d'optimiser un peu le responsive. Donc, je peux voir l'écran est responsive, hein, vous voyez. Sur mobile, c'est très bon. Moi, je vais agrémenter un petit peu, hein. Ça permet aussi au passage de montrer les possibilités. On va ajouter ici progression, je crois. Voilà, progression sur produit la mission nutritionnelle. Voilà, on va le passer en mode icône. Voilà, on va agrémenter pour vraiment voir ce qu'on peut faire pour améliorer encore le responsive. Donc, on va ici, je vais dire, l'évaluation nutritionnelle. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme icône? Euh, c'est pas trop. Justement, dans l'alimentation, alors, je sais pas trop quoi mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Salade. En fait, ça, c'est toutes les icônes qu'on a ajoutées récemment, là. Il y en a 1700. Et
Voilà, des petits gâteaux, des petites parts de gâteau. Et ensuite, on va au niveau de stock. Donc, je vais copier-coller. Voilà. Et puis, ici, je vais changer le niveau de stock. Et dans style, on va changer le code, hein, évidemment. Est-ce qu'on a une boîte? Voilà, voilà, comme ça c'est très bien. Et on va changer l'ico, la couleur. Voilà. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Et puis, je retire ça, je retire ça. Le prix, on va utiliser une formule. Je vais zoomer hein, pour vous. Voilà, on va utiliser une formule et dans cette formule, on va basculer en mode devise, 1 euro, qui est très bien. Et puis ici, on va indiquer que c'est le prix. On va basculer en mode horizontal. Mais c'est sympa. Voilà. Et celui-ci, on va le passer en mode texte. Et puis, on va faire un peu de hiérarchie visuelle. On va le centrer, le mettre en gras. Et puis, un peu plus grand. Voilà. Voilà, un peu de hiérarchie visuelle. Et c'est un peu pas, je vais m'amuser un peu. Alors, ça va me passer un peu. La couleur du texte ici. Voilà. Ok. On va s'amuser un petit peu dans le temps. Je vais passer en mode formule. Donc ici, c'est produit nom. Est-ce que je peux utiliser ici texte? Voilà, mettre en majuscule quoi? Eh bien, le nul. Voilà, ça je supprime. Voilà. Et ici, je vais l'annuler. Eh bien, c'est pas révolutionnaire. Bon, moi, je suis pas convaincu. Voilà. On peut le laisser en majuscule, hein, pourquoi pas. Ah ouais, c'est bon. Et donc, si on teste, on voit bien qu'en mobile, bah, c'est très bien, hein. Hein, le responsive fonctionne très bien. En tablette, on voit ici qu'on occupe toute la largeur. Donc, c'est pas très optimal. D'ailleurs, on pourrait mettre ces deux champs sur la même ligne. Et sur l'ordinateur, voilà, c'est encore, voilà, on exagère encore. On a vraiment un composant qui occupe toute la largeur. C'est pas très, très utile. Euh, ok. L'autre chose que je voulais mettre en place, c'est la navigation. Donc, on va mettre ça en place. Euh, navigation. Composant de navigation, on drag and drop ici. On va dire que les produits et producteurs. On va mettre une icône sur notre écran de crédit. Voilà. Medium peut-être? Non. Toi, Paul. Voilà. Ensuite, producteur. Est-ce que camion? Voilà. Voilà, il parle plutôt pas mal. Voilà. Donc, on a produit, producteur. Je fais CTRL-C. On va faire CTRL-V sur cet écran. Et là, du coup, il va avoir une navigation ici. Et on voit bien sur tablette. On va garder la navigation partout. Ça me permet de vous montrer hein, les mécaniques. Ah oui, on n'a pas le détail, le producteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le responsive. On va se mettre un écran de modification de producteur. Voilà. Et on va relier. Ah, c'est marrant, j'ai cette. Regardez pourquoi il y a un souci ici. Voilà. Et donc ici,
On met ça, et je vais le, alors, je vais pas le partout. On va le mettre ici aussi. Voilà, on va aligner nos écrans sur la grille, hein. Je vais les propre. Voilà, est-ce que vous suivez? Il n'y a rien de nouveau, hein, pour le moment. Je vais juste vous montrer ce que ça donnait. Voilà. Donc, on arrive sur cet écran. Effectivement, on occupe toute la largeur. Et on voit encore ici la largeur et sur le producteur. Voilà, on a un formulaire ici qui occupe toute la largeur. Donc, en fait, il y a une technique pour éviter d'occuper toute cette largeur. Euh, je vais vous l'illustrer ici, hein, mais je vais vous le montrer rapidement, je le supprimerai. En fait, c'est de dire, je vais utiliser un container, par exemple celui-là. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs, hein, qui le font de cette façon-là. Je crée un container. Vous voyez, ce container, il divise l'écran en trois parties, dont la partie centrale fait à peu près 50%. En fait 50%. Oui. Donc, en fait, ce que font les utilisateurs, c'est qu'ils ils créent le formulaire à l'intérieur du container, ici. Je vous montre, hein, rapidement. D'ailleurs, je vous montre des astuces, hein, pour si vous voulez copier-coller. Si vous sélectionnez le container et je colle, le composant va aller sur la première colonne du container. Si je sélectionne un élément, j'ai fait deux fois, le composant va aller en dessous de l'élément. Si je sélectionne l'écran, il va aller en dessous du composant, voilà, en dessous du dernier composant, qui est un container ici. Bon, après, on nous empêche de déplacer. Vous voyez, donc ça, c'est une technique qui permet en fait de retrouver un meilleur responsive, parce que on a des formulaires qui ne prennent pas toute la largeur, ce qui peut être un peu pas dérangeant, mais un peu pas très standard. D'ailleurs, ici, on peut cliquer ici pour se mettre en mode vertical, ce qui rend le mobile pertinent. Vous voyez, on arrive à faire ce responsive. C'est ce que font la plupart des utilisateurs. Alors, je vais supprimer ça parce que je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui permet de prendre en charge cette largeur d'écran sans passer par des containers et drag dropper, etc. Donc, pour cela, vous allez dans thème, ici, et on a une nouvelle option, et la largeur maximale des écrans. On va pouvoir ici la redimensionner. Donc, ici, on va prendre les écrans, les écrans qui posent problème. Voilà, celui-là, aussi. On va dézoomer. Voilà. Voilà, on met comme ça. Du coup, ici, on va pouvoir jouer sur la largeur maximale. Et donc, par défaut, c'est 100%. Voilà. Et là, on va pouvoir réduire la largeur. Attendez. Est-ce que je peux se mettre en mode... Parce que ici, je pense que j'ai la barre. Voilà. Votre tablette, on ne le voit pas trop parce qu'on a la barre. Voilà, il aura fallu réduire, en fait. Voilà, notre tablette, vous voyez, donc c'est une largeur ici en centaines de pixels. Donc, en tablette, avec la barre de navigation, il faut vraiment aller jusqu'à 700 pour voir la différence, sinon on la voit pas. En revanche, mode ordinateur, on voit la différence assez rapidement. Vous voyez, dès le premier écran, on voit la différence. Sachant qu'ici, on est en mode audition, donc on peut être encore beaucoup plus large. Je vais vous montrer. Simulation, ordinateur. Vous voyez, on a davantage de bordure. D'ailleurs, si je publie, vous voyez sur mon écran qui est Full HD, les marges à gauche et à droite sont encore plus importantes. Vous voyez. On revient dans l'éditeur. Voilà. Donc ça vous permet d'ajuster en fait la largeur maximale de vos écrans sans devoir tout modifier, enfin modifier chacun de vos écrans
mettre un container, tout réaligner à votre façon. Donc, par exemple, moi, si je mets 800, on va tester en simulation. Vous voyez ici, on met tout cadré en 800. Voilà, c'est beaucoup mieux quand même, c'est beaucoup plus présentable. On peut évidemment ici utiliser les containers. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les containers. Sur cet exemple-là, on affiche l'évaluation nutritionnelle à gauche, niveau de stock à droite, ça permet d'optimiser l'affichage. Sachant que même sur mobile, on affiche en vertical. Ça n'empêche pas. En mobile, ça fonctionne très bien. Voilà. Écoutez, c'était la première fonctionnalité que je voulais vous montrer. Donc le responsive, donc la largeur maximale sur les écrans. Une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer qui a été revue. Alors c'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais elle a été revisitée. C'est le paramétrage. Vous voyez, tout cet écran a été revisité. Vous voyez ici, on a des catégories maintenant au niveau des intégrations, une meilleure présentation, un peu plus classique. On a également ici recherche, donc si je cherche intégration REST, on le trouve ici, je vais l'activer. Et puis on a aussi un filtre qui permet de retrouver vos intégrations activées. Donc si j'active, je sais pas, Airtable, j'active Time, j'active un domaine personnalisé. Voilà. Ici, j'ai toutes mes intégrations actives dans un déjà filtré. Voilà. Et parmi ces intégrations, là, celle-ci, les configurations des intégrations REST. Donc, si j'ajoute une configuration ici, vous voyez, j'ai une nouvelle configuration avec un aspect plus sympa. Je vais peut-être le montrer, peut-être. Je sais. Est-ce qu'on a API, peut-être? Enfin, c'est Xano, donc je vais peut-être couper l'accès. J'ai dû changer la clé d'API après le stream, je crois. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous illustrer. On a une présentation plus moderne ici. Vous voyez, j'ai les étudiants Xano, le même, météo, que j'ai démontré pendant un stream. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas cette nouvelle interface quand j'ai fait la démo, ça aurait été plus sympa. Vous voyez ici, on a un petit récap. Et quand on clique, on a le détail avec la possibilité de tester, hein, de sauvegarder, évidemment, les changements. Voilà, donc ça, c'est une modification qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Alors, je vous ai montré la largeur d'écran. On a vu responsive. On a vu également la configuration REST. Alors, je voulais vous montrer aussi, je vais vous montrer les listes. Est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer sur l'application de gestion de stock. Voilà, je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez ici, c'est l'application de gestion de stock. Donc, c'est l'appli qu'on a créée depuis le début. Depuis le stream numéro 1, on a amélioré de stream en stream. Et puis, voilà, on a créé ce dashboard aussi. Vraiment sympa. Donc, c'est assez puissant. On a des applications créées par les utilisateurs qui contiennent que des dashboards. Donc, c'est assez impressionnant. Sur le composant graphique, il est vraiment utilisé beaucoup de façons. Il y a vraiment plein de possibilités d'utiliser ce composant et c'est assez impressionnant ce que les utilisateurs font avec. On a vraiment des dashboards plein écran, énormément de données. C'est impressionnant. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ce composant list, qui est un des composants historiques de Ziggo, hein. Et celui-ci a évolué récemment parce qu'il propose maintenant plusieurs modes d'affichage. Donc, ici, si vous allez dans l'affichage, on a la possibilité de l'afficher sous forme de carte, et le mode par défaut, sous forme de navigation ou de séparateur. Voilà, carte, navigation avec une flèche à droite et un simple séparateur. Dans notre cas,
Navigation conviendrait bien, parce on veut aller sur l'écran suivant. D'ailleurs, on va tester. D'ailleurs, si on se prend en producteur. Voilà, donc un aspect plus sympa, un peu plus moderne que composant carte ici. Composant carte, il est plus dans la sélection, vous voyez, la sélection sans forcément cliquer l'écran, alors que navigation montre une sélection et évidemment une transition vers un écran suivant. Voilà, petite modification sur un composant historique de Zivio. Donc, dis-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Slack de Zivio. Donc, en fait, dans l'interface ici, vous avez possibilité de rejoindre le Slack de Zivio. Donc, c'est celui-ci, où en fait, on a des communications quasiment quotidiennes sur des évolutions, sur des partenariats, des nouvelles fonctionnalités qui sont démontrées. Donc, souvent, on met des screenshots, des explications, des vidéos. Voilà, on a des idées d'évolution parmi les utilisateurs, les experts, partager vos réalisations, c'est vraiment sympa. Les utilisateurs partagent des créations. Donc on a par exemple ici Emmanuel qui a créé un composant boutique avec, avec l'IA dans Zio. Il a montré ce composant également. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le composant saisie, etc. Et puis voilà, le forum de questions diverses et variées sur n'importe quel sujet. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de Ziglo, ne serait-ce que pour être au courant des sorties, sachant que la semaine prochaine, ça va être une semaine assez intense. On va sortir pas mal de choses. Cette semaine, on n'a pas sorti grand-chose, mais justement, c'est ce qu'on est en train de préparer la suite. Notamment les grandes tables, donc le support de millions d'enregistrements dans Ziglo qui va bientôt sortir. D'ailleurs, si vous avez dans données, on a les grandes tables ici, qui ne sont pas encore accessibles, mais bientôt. Donc, en fait, ça va être la possibilité pour vous de stocker davantage de données. Les tables actuelles sont limitées à 50 000 enregistrements. Les nouvelles tables seront limitées à 10 millions d'enregistrements. Voilà, on a validé l'architecture, on a validé les performances avec 1 million puis 10 millions. On n'a pas testé avec 100 millions ou 50 millions, mais on pourrait, je pense que l'architecture le permettrait. En tout cas, on va qualifier pour 10 millions. Alors, on va s'engager pour 10 millions d'enregistrements par table dans notre infrastructure. Voilà, on utilise une technique différente des tables classiques. Et pour vous, ça ne change rien, vous voyez pas de différence. Les grandes tables ont un logo différent. Vous voyez ici. Ils ont une couleur différente également. Vous verrez ça dans l'interface. Vous pourrez aussi combiner les petites tables et les grandes tables, évidemment. Tout ça ensemble. Voilà, donc tout ça, ça sort bientôt. On a aussi, alors je l'ai un peu évoqué, on a aussi le support de la génération des écrans. Qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais aussi prévu de parler d'options. Voilà, on va créer une nouvelle app. OK. System, on va utiliser celle-ci. Donc, on va tout supprimer. Voilà, on va l'appeler option. Je laisse le bon. Plutôt ici. Alors, on met l'application option. On revient ici. Et on va parler d'options. Alors, les options, c'est une fonctionnalité assez transverse. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve à la fois dans données, dans les écrans. Et je vais vous montrer cela assez rapidement. Je vous montre un écran. Et parmi les composants, on a un composant option ici. Voilà, ça sur les flux. Voilà. Et en fait, ce composant permet d'afficher sous forme de pilule. Vous voyez, c'est le terme graphique que l'infographiste utilise. Pilule ou pile en anglais. Donc, ça permet en fait
de détacher des options voilà, visuellement. Là, on voit qu'il y a les deux options qui permettent vraiment de détacher visuellement pour, euh, pour améliorer la lecture dans les écarts. Voilà, j'ai option 3, etc. Donc le composant option, pardon, fonctionne avec une liste séparée par des virgules. Option 1, option 2, option 3. Évidemment, ça peut être dynamique, hein, ça peut être généré par une formule. Ça peut également être une donnée, évidemment, hein, dans le table. C'est là où je veux en venir. Donc, en fait, ce composant, tel qu'il est aujourd'hui, supporte l'unicolore et le multicolore. Donc, ça, je vais vous le montrer. Alors, pour l'instant, il n'est pas rattaché à une donnée, donc il ne peut pas être multicolore. Donc, on va aller dans données. Et puis, dans données, on a ici catégorie de produits qui est de type option. Et ça, je vous le montre. Hein, si on crée une colonne ici, imaginons que je souhaite créer une option sur les fruits, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pardon, j'ai passé origine peut-être. Ah, on l'a pas origine. Origine. Voilà, notre française. On va mettre le pays plutôt, Espagne. Voilà, égal, etc. Voilà, donc ça, ce sont les options dans les tables. Ça peut avoir une colonne. Voilà, une colonne de type option qui va prendre sa valeur parmi des options. Voilà. Et donc ici, ah oui, j'ai effacé les produits. On va recommencer. On va recréer ici une liste des produits. On va utiliser navigation. Voilà. Et va nous falloir un écran de détail. Voilà. Et vous voyez ici, non, je dézoome. Vous voyez ici, dans notre écran de détail, Vidéo a identifié cette nouvelle colonne, origine, a également identifié qu'il était de type option, et du coup l'affiche sous forme d'option. On voit ici, on reconnaît notre composant option. Voilà. Alors la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant, alors j'ai déjà introduit, on va pouvoir ici déterminer des couleurs d'options. Par exemple, France, on va le mettre en bleu. Espagne, je suis daltonien, pardonnez-moi. Moi, je pourrais pas vous dire si c'est vert ou bleu. Voilà. Couleur qui se détache vraiment. Voilà. Donc maintenant, on a la possibilité d'associer un code couleur sur les options. Donc on a Serrano qui nous dit, oh, les designs a changé, les points, les box, les sons, les couleurs. Point de box. Alors, c'est pas lesquelles box dont tu parles. Serrano. Parles-tu des écrans peut-être ou des boîtes de dialogue? Alors, effectivement, on a fait un gros travail d'infographie les 2, 3 semaines dernières. Vous voyez par exemple les boîtes de dialogue, si c'est ça dont tu parles, Serrano. Effectivement, on les a un peu retravaillées. Vous voyez, on a une barre de titre. Maintenant, on a un peu changé les couleurs, l'apparence. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. J'ai montré tout à l'heure l'écran reste, qui a été complètement revisité. Euh, on a aussi complètement revu audience. Donc, je vais pas avoir beaucoup de statistiques sur.
Ouais, sur des apps, évidemment, c'est celle du Zisting. C'est pour sur 12 mois. Je sais pas si vous avez utilisé gestion de stock. Ah si, quand même. Donc ça, c'est l'appli gestion de stock créée pendant le stream, qui n'est pas une appli vraiment de production, hein, c'est une appli de démo. Et, donc on a revu cet écran, qui est un peu vieillot, c'est vrai, avec la possibilité de rechercher, et voilà, graphiquement, c'était revisité. Sachez aussi qu'on a dans notre backlog, ça a été demandé par plusieurs clients, la possibilité de collecter des statistiques sur les navigations d'écran. Donc la possibilité d'indiquer dans cet écran d'audience les visites par écran. Essayer de reconstruire les parcours utilisateurs les plus fréquents. Donc on va y travailler et ce sera fait de manière anonyme, hein, on va pas collecter des données sensibles ou utilisateurs, hein, ce sont des données complètement anonymisées à collecter de manière statistique globale. On saura combien d'utilisateurs ont accédé à tel ou tel écran, mais il n'y aura pas de données utilisateurs associées. Et donc ça apparaîtra dans cet écran EGLEX. Voilà. On va aussi revisiter les écrans passés à l'offre supérieure. On a visité pas mal de choses, pas mal de petits détails qui me frustraient depuis un certain temps. Et d'ailleurs, si vous avez suivi aussi le dernier stream, on a revisité pas mal hein, cet éditeur de données ici, avec la possibilité de sélectionner les tables, d'avoir ici leur détail, change directement la couleur, le nom ici, quelques statistiques, les permissions et les notes qui étaient une nouveauté, je crois, 2 semaines, il y a 2 semaines. Donc oui, Serrano, on a vraiment revisité pas mal de choses dans l'outil, avec un excellent infographiste qui nous aide régulièrement. Ok, donc j'ai pas mis la transition. Voilà, et du coup ici, on a notre origine qui s'affiche dans la bonne couleur. Voilà. D'ailleurs, on pourrait faire plus simple, hein, je pourrais partir sur un carrousel, voilà, expliquer ici. Vous voyez ici, j'ai sélectionné, je suis parti avec le composant liste, et pourtant je vais pouvoir modifier en carrousel. Voilà, ici, vous pouvez changer un composant à un autre sans tout redéfinir, évidemment. Carrousel, on va partir sur un petit carrousel, et voilà, je vais déplacer ça ici. Vous voyez, Google ne vous force pas à afficher un détail dans un écran de détail. Vous pouvez l'afficher ici, puisque la sélection se fait à ce niveau-là. Voilà, vous voyez ici, on a un composant option qui change de couleur. Voilà, donc ça avait été demandé depuis un certain temps, la possibilité de changer les couleurs ici des options. Vous pouvez évidemment le changer après coup. Voilà, tout ça c'est complètement dynamique. Voilà, donc on a effectivement ici dans les données, on a le type option qui permet maintenant de sélectionner les couleurs. On a le composant option, on vient de le voir, qui s'adapte en fonction de ces couleurs. Et puis, on a également, on va supprimer ça, on a aussi le composant de sélection, comment il s'appelle, choix multiple, qui s'adapte aussi aux couleurs. Donc ça, on prend catégorie. Voilà. Et là, on va lui indiquer que les options possibles viennent de la table. Alors, c'est la table produit. Voilà, non, c'est pas catégorie. Ah si, j'ai pris catégorie. Ouais, on va prendre celui qu'on a, la colonne que nous avons fait, origine. Et ici, on va lui indiquer que, produit, origine. Voilà. Et puis, lui aussi s'adapte. Hein, il propose
les mêmes couleurs qui ont été paramétrées au niveau de la table. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'était une fonctionnalité transverse, parce qu'on la retrouve à différents degrés. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est d'autres composants. Donc, on a le composant tableau en français. C'est ça, je par un grand écran ici. Alors, c'est la liste, c'est la table produit, pardon. Et dans la table, on va ici afficher, voilà. On va afficher ici, quand j'ai enlevé description, attends, on voit pas bien, je vais placer ça. Voilà. Je garde un grand zoom pour que vous puissiez voir. Là, je pense qu'on a le responsive là, qui est activé. Voilà, j'ai peut-être mis un peu trop petit. Voilà. Et donc ici, on a notre table et notre colonne qui nous intéresse. Je vais la mettre un peu plus à gauche pour qu'on la voit un peu mieux. Voilà. Et donc ici, on a la colonne origine, voilà, qui est affichée ici. Donc c'est bien origine. Et dans les options, on a options, puisque c'est comme ça que Zillow l'a déterminé. On peut basculer en mode option colorée. Et vous voyez ici, on retrouve les options de notre écran. Voilà. Et de la même façon, si je vous montre le faisant tableau éditable, produit, voilà, je vais ici. Alors, attendez, c'est le tableau, c'est au-dessus. On va supprimer l'inscription, un peu trop long, on va mettre ici origine, et dans origine, on part sur option colorée. Et donc ici, on a option colorée. On va plus supprimer l'autre, ceci dit. Et on va indiquer que c'est le premier écran. Voilà, je vais montrer. Et on a cet visuel. Donc ici, vous voyez, si je veux changer en tant qu'utilisateur final la valeur, voilà, je pense que l'espace, ouais. Donc les couleurs demandées dans la table sont ici affichées. D'accord, j'aurais pu passer aussi la catégorie de couleurs. Ah oui, il n'y a pas de couleur. Ah, il faudrait qu'on en mette une par défaut. Ah, il faudrait qu'on en mette une. Je vais noter ça. Alors, c'est pas couleur, c'est pas le prédéfini. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait un bug sur les planches, sur les transitions. Alors, tiens. Voilà, je vais peut-être très beau, mais notez aussi que Zillow adapte, vous voyez ici, je ne vais pas préciser, mais ce qu'il précise dans ce qu'on indique ici dans les couleurs, c'est la couleur de fond de l'option, il n'indique pas la couleur du texte. Zillow adapte en fonction du code couleur, Zillow adapte la couleur du texte. Vous voyez ici sur le noir, Zillow a choisi du blanc. Et sur cette couleur que vous saurez nommer, peut-être un bleu, peut-être, bleu vert. Dites-moi quelle est cette couleur. Ah, je suis daltonien, donc je ne suis pas sûr de la couleur ici. Vas-y, lui, mettre du noir. Voilà, bah, écoutez, c'était les couleurs sur les options. Je rappelle, en fait, quand on change ici, quand on customise les codes couleurs, alors ici, c'est pas très utile, hein, parce que effectivement, les couleurs ici ne reflètent pas forcément la donnée. Mais en fait, ça sert surtout quand on veut donner un statut, pardon. Si vous voulez donner un statut on va le faire ici.
créer une table client avec une téléphone statut, pourquoi pas. Créer une table client. En fait, c'est surtout pouvoir identifier un statut sur une donnée. D'accord, on va pouvoir donner une couleur de statut. Vous voyez, vert, tout va bien, jaune, attention, orange, il y a un souci, et rouge, on a un gros problème. Voilà, actif, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une active rouge, cluster. Voilà, ça permet vraiment de caractériser la donnée. Ici, c'était pas très fort. C'est pas forcément les cas d'usage que j'ai pris sont pas forcément intéressants. Si je crée un tableau de client, voilà, un statut ici, on part sur les options colorées, voilà. Voilà, donc ça nous permet de voir assez rapidement les clients en scrollant comme ça, ils souhaitent inactif. Voilà, parce qu'on a une pastille. Euh, bah écoutez, c'était tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Voilà. Donc le dernier sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est une nouveauté dans les vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de clients, déjà la plupart de nos clients sont soit des industries, des freelances, des associations. En fait, on n'a pas vraiment de client type. Et en fait, on a ouvert un programme d'affiliation ouvert à tous et à tous. Donc, vous pouvez faire la demande. Alors, c'est accessible à plusieurs endroits. Il est accessible depuis mon compte, affiliation. Donc, ici, vous pouvez faire une demande d'affiliation. Mais avant ça, je vous présente le programme. Voilà. Donc, habituellement, je passe pas de temps, je passe surtout du temps à faire des démos no-code pour pouvoir promouvoir le no-code. Et voilà, c'est sorti la semaine dernière. Je vais juste en parler quelques minutes pendant ce stream. Donc, on a ouvert un programme d'affiliation qui vous permet, en fait, de recommander Zillow à des amis, à des partenaires, à vos clients, à vos fournisseurs, quel que soit votre secteur d'activité. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est par rapport au plan euh, que ce prospect, que ce client choisirait, on vous propose en fait une affiliation, donc une commission de 20% sur ce plan. Donc, par exemple, si on part sur le client part sur 79 euros par mois, sur le plan entreprise, qui est le plus utilisé, vous voyez ici, si vous arrivez à le recommander à 3-4 clients, vous pouvez arriver à des mensualités de 50 euros par mois. Euh, voilà, donc c'est pendant toute la souscription du client final. On propose un paiement mensuel ou trimestriel à définir entre nous. Mais voilà, c'est ouvert vraiment à toutes et à tous. Vous faites une recommandation et en fonction du plan qui est souscrit, sachant que ça peut aller vite avec les nouveaux plans entreprises sur lesquels on n'a pas encore communiqué, qui est presque disponible. Vous voyez, ici, les sommes peuvent vraiment aller rapidement sur des montants assez importants. Voilà, donc on a ouvert ce plan d'affiliation. Vous pouvez vous inscrire. Euh, on vous posera quelques questions par rapport à ce plan programme d'affiliation. On a d'ailleurs créé une page programme d'affiliation pour vous expliquer ce qu'est ce programme d'affiliation, quels sont les critères pour pouvoir souscrire. On a également, par exemple, les choses toutes bêtes, pour pouvoir souscrire, il faut absolument être en capacité d'émettre une facture. C'est évident, on va pas payer, doit être conforme à la réglementation, de manière légale, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez souscrire, vous pouvez le faire à partir de zillow.fr et vous faites demander l'affiliation. Ou vous pouvez le faire directement depuis votre compte ici
À chaque fois que j'ai un compte ou que j'ai un exemple, si je prends ce compte, je vais sur, voilà, ici on a un exemple avec ici deux clients. Alors, il faut rendre des exemples parce que c'est mon compte. Hein. C'est mon compte avec des exemples. Ici, on voit que j'ai un montant total de 350. Ici, il faudrait qu'on clarifie que c'est par mois. On va clarifier ça. On nous a fait la remarque. Et ici, on a évidemment le code affilié qui vous est attribué. Donc, on vous attribue un code affilié. Si vous voulez le changer, vous nous le dites, on vous prendra. Et puis, ce code affilié, il est à saisir par le client final. Imaginons que ce soit ZioStream. Voilà. Passer à l'offre supérieure. Et ici, on colle. Saisir un code affilié. Voilà. À saisir avant de souscrire. OK. Donc ici, je peux pas souscrire à ceci parce que ce compte est déjà en entreprise. Voilà. Si jamais le client final oublie ou saisit un mauvais code, n'hésitez pas à nous contacter, on régularisera la situation. On essaie de voir pour fournir aussi un lien d'affilié. Et on a testé, Stripe ne fournit pas les codes d'affiliation. Stripe ne supporte pas d'ailleurs l'affiliation. Donc, soit on passe par un autre outil, soit on passe par un petit équipement. On ne sait pas trop encore comment l'adresser. Mais en tout cas, si jamais c'est pas, si jamais le client final n'a pas saisi les codes affiliés, n'hésitez pas à nous contacter, on régularisera la situation. Voilà, donc c'est ce qui nous permet, voilà, davantage de clients, nous permettrait de investir encore davantage. Vous voyez, Ziggo, c'est un outil extrêmement riche maintenant. On a des projets clients qui sont très compliqués, très riches, qui nécessitent beaucoup d'investissement de notre part. On a vu, l'outil permet beaucoup, on a énormément de composants, on a énormément de capacités en termes de données, en termes de personnalisation sur mesure. On fait beaucoup d'efforts également sur l'aspect intégration. Tout ça est supporté nativement dans l'outil. Et on va continuer d'ailleurs, on a l'intégration PDF qui va également arriver bientôt. Et là, on cherche une solution où on ne dépendrait pas de solutions tierces. Hein, tout se ferait directement dans une. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Je vois qu'on est vite. Alors, après, je sais qu'il y a davantage de personnes qui regardent en replay sur la chaîne de Code France et sur la chaîne de Ziggo, parce qu'on va retransmettre ce replay sur la chaîne de Ziggo. Il le sera aussi sur la chaîne YouTube de Code France. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Slack de Ziggo et poser des questions. Vous pouvez aussi nous contacter en direct, hein, en message privé. Tous les liens sont disponibles, hein, si vous allez sur ziggo.fr, tout en bas. Vous pouvez nous contacter par email, sur LinkedIn et sur le site. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Si vous avez un projet plus ou moins complexe, nous, on peut vous aider. On peut se faire un petit visio d'une heure pour vous accompagner, vous donner une recommandation. D'ailleurs, on peut vous dire, hein, assez rapidement, si Ziggo conviendrait à votre projet ou pas. Et on peut avoir des discussions sur les difficultés ou pas de la mise en place, si vous avez besoin d'un petit peu plus au début. C'est ce que fait parfois. Voilà, c'est vraiment dit, il faut que je dégage du temps pour tester là. Ah oui, oui, vas-y. Et puis, fais-nous nos retours. Et si tu as un projet concret, contacte-nous, pose des questions directement sur le Slack, hein, décide en question, tu verras. Il y a tellement d'applications qui ont été créées. Alors, je peux pas vous montrer parce que je vous montrerai des applications clientes. Mais là, en ce moment, on a 1300 applications sur le serveur.
On doit avoir 200 connexions par semaine. Et on a 1300 applications, et pourtant elles sont nettoyées. Là, on supprime les applications, les archives des applications qui n'ont plus d'activité au-delà d'un an. Et donc là, sur une fenêtre d'un an, on a 1300 applications qui ont été créées, modifiées par les utilisateurs. Alors, l'audience de Zillow augmente de mois en mois. Voilà. Alors, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a d'autres sujets que je vous montrerai. Il y a des petits tips que je voulais vous montrer sur les conditions d'affichage, sur les dates. Les dates, c'est un sujet qui est jamais simple. Donc les dates et les formules, par exemple, calculer un écart de temps, avec un délai entre des dates. Je crois qu'il y a le composant de chat qu'on n'a pas illustré, même s'il est très similaire au composant commentaire. Ça vaudrait le coup de le démontrer. Ça permettra aussi dans la vignette de la vidéo indiquer qu'on couvre le composant de chat dans cette vidéo et du coup, si quelqu'un cherche à mettre en place un composant de chat, cette personne pourrait visualiser cette vidéo. Donc du coup, je préfère le faire à part. Et puis, il nous reste deux grands sujets qui nous ont été demandés pas mal de fois. C'est évidemment Airtable et TimeTonic. Donc, je pense que la prochaine fois, on fera soit TimeTonic, soit Airtable, et la fois d'après, on fera le suivant. Voilà, il y a pas mal de choses à dire, sachant que, évidemment, tout a été simplifié dans Zillow pour utiliser cette table. D'ailleurs, c'est une fonction importée. Là, ici, on a Airtable, TimeTonic. On a déjà adressé REST, on a déjà adressé Google Sheet. Il nous reste ces deux grands sujets à adresser. D'ailleurs, je suis assez content de les adresser maintenant parce que les options dont on a parlé aujourd'hui sont compatibles avec TimeTonic et Airtable. Alors, si vous définissez des couleurs dans les options Airtable et TimeTonic, vous les retrouverez dans une. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. Bah, écoutez, c'est tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Je regarde rapidement. Alors, ça me pose la question, est-ce que vous avez N8N dans les connecteurs? On a N8N, mais partiellement. On peut faire un appel à N8N via un webhook. Je cherche 8, il est là. Donc, on peut faire appel à un webhook N8N, mais on peut pas appeler Zillow depuis N8N, depuis un module N8N qui s'appellerait Zillow. Mais tu peux quand même, depuis N8N, faire appel aux API Zillow. L'API Zillow peut être appelé depuis n'importe quel système. Donc, pas directement, je répondrai, mais tu peux faire appel à les API Zillow depuis N8N. Donc, en fait, pour expliquer un peu la différence, si tu utilises Make, si je vais dans le produit, non, c'est pas là. Voilà. Si tu utilises Make, en fait, tu vas directement avoir un module Zillow. Et si tu utilises N8N, tu n'auras pas un module Zillow. Là, il faudra passer par une API REST. On rajoutera, hein. Je pense que N8N a bénéficié d'un engouement, là, ces dernières années. On va certainement l'ajouter. Voilà. Pour info, je crois que personne n'utilise Zapier. Je pense qu'au moment où on l'a fait, Zapier était beaucoup utilisé, mais commençait vraiment à être beaucoup utilisé. Et Zapier est très très peu, je crois pas utilisé. J'ai l'impression que c'est pas du tout utilisé. Le mec est utilisé évidemment. Et 8N de plus en plus. Et donc, c'est un outil, mais pour avoir accès à l'API, je passe par le plan entreprise. L'API, je veux dire. Oui, oui, l'API. Donc, l'API Zillow, effectivement, est disponible depuis entreprise. Et note aussi que Make et Zapier le sont déjà, hein. L'automatisation Make et Zapier depuis le plan entreprise aussi, de toute façon. Sachez que ça a des coûts, hein. Ça a des coûts pour nous d'offrir le système à
d'offrir une API par application à des systèmes externes, ça a des coûts pour nous, notamment les coûts en sécurité, contrôle. Euh, oui. Donc, Olivier me dit au revoir. Au revoir, Louis. De toute façon, on va terminer le stream. Lui me dit, comme j'arrive à la fin, je commence comme ça. D'accord. Ok. Bah, écoutez, Olivier, je te dis à bientôt dans le replay. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, d'ailleurs, avant. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain, pour un stream